Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, après la nomination des membres du gouvernement d'Union nationale il y a 2 jours, et c'est dans 2 jours aussi que le gouvernement Bruno Tshibala sera investi au Palais du Peuple par le Parlement. Autre sujet d'actualité, les députés provinciaux plus que jamais décidés à en finir avec les gouverneurs pris en flagrance après le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. L'épée de Damoclès plane cette fois sur la tête du gouverneur de la Tchopo, Jean Ilongo Tokole. La messe de sa destitution empêchée ce jeudi à l'Assemblée provinciale par la police. Les détails à suivre dans ce journal. Invité, le journal qui reçoit ce soir M. Benoît Yolama. Il est communicateur de la majorité présidentielle. M. Benoît Yolama, bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, nous allons commenter l'actualité du pays ce soir. Certainement. D'accord, je vous retrouve dans un tout petit instant. Sauf imprévu, le gouvernement Bruno Tshibala sera investi le 13 mai prochain par l'Assemblée nationale. Les services du nouveau chef du gouvernement rassurent qu'ils sont en train de travailler sur le programme à présenter et à défendre devant la représentation nationale. Ce programme devrait être fixé sur 2 axes principaux, notamment le social et l'organisation des élections. Conformément à l'accord du 31 décembre 2016, Bruno Tshibala déclare qu'il fera de l'organisation des élections à la fin de cette année sa principale priorité. Déjà une première réaction de M. Benoît Yolama. L'investiture du gouvernement, c'est pour le samedi prochain, dans 2 jours exactement, mais un gouvernement qui a été quand même difficilement créé, qui a été mis sur pied avec beaucoup de difficultés. Pourquoi cela? Bon, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, madame, mais vous savez que nous avons un pays qui a plus de 400 partis politiques et l'opposition était presque éclatée en 2 groupes. Le signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine et le signataire de l'accord des centres interdiocésains. Et donc, il fallait qu'il y ait des négociations en termes de postes à occuper, qui peut occuper, et il a quelle expertise. Et ça a pris un peu du temps, mais du côté de la majorité, ça ne posait pas de problème. Puisque c'est inchangé, il y a presque la même configuration. Il n'y a pas eu grand changement. Est-ce qu'il fallait attendre tout ce temps pour avoir un gouvernement, je peux dire, copier-coller? Non, moi je ne pense pas qu'il faut tout de suite être un peu dur envers ce gouvernement puisqu'il n'est pas encore en œuvre, on ne sait pas encore l'évaluer présentement, mais nous estimons... Je n'évalue pas, je dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, on a beaucoup attendu pour rien finalement. Il n'y a pas de beaucoup entendu, étant donné que nous avons déjà un gouvernement. Ce que nous entendions, c'est que le gouvernement soit mis en place et qui remplace celui qui est déjà... sortant, et que ceux qui vont venir, ceux qui sont présentement déjà reconnus comme membres du gouvernement, travaillent pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'aspect qui nous intéresse. Une grande partie, ça sera la continuité. Hein? Il n'y a pas de continuité, madame. Je sais que l'opposition a été scindée en 2 blocs. Non, mais du côté de la majorité, c'est vraiment la continuité. Bon, pas totalement, pas 100%, mais presque, je crois, 90%. À 90%. Oui, et nous sommes là. Je crois que du côté de la majorité, il n'y a pas assez de crainte, mais c'est un gouvernement d'union nationale. Il fallait que nous donnions satisfaction à certains regroupements politiques pour ne pas encore frustrer déjà davantage, pour que nous évitions encore de problèmes par rapport à ce que nous avons connu par le passé. C'est ça l'objectif principal. D'accord. Après la publication du gouvernement, les réactions continuent de tomber, mais ne se ressemblent pas. Au sein des alliés d'Étienne Tshisekedi, on jubile pour la nomination d'un des leurs en la personne de Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Peu après la lecture de l'ordonnance présidentielle, le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement et coordonnateur de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi 4 en sigle soutient que le poste ne compte pas. Le plus important pour lui reste l'organisation des élections. Les détails avec Élisée Manfou.
Du côté des nommés dans ces gouvernements, c'est la fête. Le nommé s'est dit conscient du mandat et des charges lourdes que cela s'accompagne. L'organisation des élections vient en premier lieu et l'amélioration des conditions sociales des bases de population. Nous, si nous n'allons pas dans ces gouvernements, ça s'appelle un non-assistant des personnes en danger. Le peuple congolais a tellement de problèmes importants, nous devons y aller pour qu'on sente que les Tshisekedi peuvent apporter une solution. Voilà notre combat, il n'y en a pas deux. Et en dehors de ça, c'est d'amener le peuple vers les élections. Pour Lisanga Bonganga, ce qui compte, ce n'est pas d'occuper des postes, mais plutôt de travailler pour le bien de la population congolaise. Pour nous, ce n'est pas un problème de poste. C'est un problème du peuple congolais, nous devons aller tout droit aux élections. Maintenant, cap vers les élections. Nous avons signé l'arrangement particulier pour qu'on aille tout droit aux élections. En préservant les acquis que nous a donné le président Etienne Tshisekedi, nous sommes allés au dialogue à la Senko. Il y a des grands acquis. Premier acquis, le président Joseph Kabila reste président de la République. Contrepartie, le rassemblement prend la primature. La primature est là avec le Premier ministre Tshibala. Contrepartie, président de Senko. Sans ça, nous allons nous y mettre pour que nous ayons officiellement, par consensus, le président du Sensa. Si certains sont optimistes, d'autres en revanche sont sceptiques. C'est le cas des pionniers de l'UDPS qui n'accordent aucun crédit au gouvernement Bruno Tshibala. Le porte-parole de cette plateforme, Corneille Mulumba, reste convaincu que la nouvelle équipe ne sera pas en mesure de relever les défis qui l'attendent, notamment la tenue des élections en décembre 2017 et l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais. Il l'a dit à Félix Ilunga et Doudou Kassouba. Suivez. Si après la publication du gouvernement Bruno Tshibala, certains bondissent de joie, il y a aussi ceux qui sont déçus. Mais la déception est normale, pas pour moi. Nous nous attendions effectivement à ce que les pionniers investissent solidement, massivement le gouvernement. Il était donc indispensable de voir dans ce gouvernement des personnes, des patriotes, des personnes qui peuvent faire la politique autrement. 37 années durant qu'ils étaient capables de se sacrifier pour ce pays, pour ce peuple, ils devaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans le cas présent, si on posait la question aux pionniers, la question ne se pose même pas, parce qu'ils ont fait la démonstration. Donc on est déçus, ça c'est clair. La nouvelle équipe ne réussira pas sa mission de mener les Congolais aux élections en décembre 2017 et de relever le défi du social. Corneille Mulumba, porte-parole des pionniers de l'UDPS, ne cache pas son scepticisme. Je ne pense pas en âme et conscience qu'il sera matériellement possible d'avoir des élections en décembre. De bonnes élections. Les élections, il peut y avoir des élections dans 2 semaines, dans 3 semaines, c'est possible. Mais de bonnes élections, je ne pense pas. En ce qui concerne le social, mais il est clair que le gouvernement n'est pas de nature à convaincre. Certes, il y a M. Tshibala qui est un des nôtres, quelqu'un qui a milité aussi comme nous depuis le début à l'UDPS. Mais Tshibala, il est là, quelque part, comme une personne à qui on a mis une camisole de force. Sur qui peut-il s'appuyer pour effectivement faire quelque chose? Donc, ce côté-là, je ne suis pas du tout rassuré. Les pionniers de l'UDPS n'entendent pas soutenir ce gouvernement. Tandis qu'à l'Union nationale des nationalistes qui accorde un délai de 3 mois pour observer l'action de l'actuel exécutif en vue de faire une évaluation du gouvernement dont la priorité demeure l'organisation des élections. Les détails avec Élisée Manfou. Publié il y a cela 2 jours, le gouvernement de Bruno Tshibala a une lourde tâche à accomplir, résumée en 2 missions essentielles: l'organisation des élections dans le délai fixé et l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Face à cette réalité, l'UNANA parti cher à Willy Michiki dit n'accorder d'abord que 3 mois pour évaluer l'action de ce gouvernement. Nous avons donné 3 mois à M. Bruno. Pourquoi 3 mois? Donc nous donnons rendez-vous encore ici
pas dans cette salle, peut-être ailleurs, le 15 août, nous allons faire l'évaluation. Il vient de l'IDPS, comme nous aussi on a été à l'IDPS, comme on a été au rassemblement. Nous nous sommes toujours battus pour l'organisation des élections crédibles et transparentes dans ces pays. C'est pourquoi nous voulons que des signaux positifs soient posés en vue de rassurer le peuple congolais que cette fois-ci, on ne va plus aller de transition à transition. Et que la date butoir du 31 décembre ne peut pas être dépassée. À l'Union nationale des nationalistes, on ne se dit pas contre la nomination de Bruno Tshibala. Les yeux de tous sont tournés vers ce gouvernement, selon Willy Michik. Nous soutenons les chefs de l'État et le Premier ministre en fonction. Nous sommes satisfaits puisque l'INANA, l'OPSA, les rassemblements signataires, nous sommes représentés. Nous disons ceci, que pour nous, ce gouvernement a comme mission principale, 1, améliorer d'abord le social des Congolais, 2, organiser les élections, puisque nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas aller aux élections si on n'a pas quand même amélioré les conditions sociales des Congolais. Monsieur Benoît Yolama, quel crédit accorder à un gouvernement qui est d'un côté contesté, d'autres on donne encore un délai d'observation? Quel crédit on accorde finalement à ce gouvernement Tshibala? Bon, le premier crédit que nous accordons à ce gouvernement, c'est qu'il y a la volonté politique et du côté de la majorité présidentielle et du côté de l'opposition. Nous sommes plus que déterminés à nos élections. Et nous savons que le gouvernement va travailler. Et l'instrument principal que le gouvernement utilise pour faire sa politique, c'est le budget. Et nous saurons évaluer ce gouvernement en fonction du budget, un projet qui sera déposé devant l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale puisse sanctionner. C'est au travers de cela qu'on peut évaluer une action gouvernementale. Mais nous connaissons les deux principales missions. Mais la finition de ces missions dépendra certainement de l'engagement des citoyens congolais, mais aussi du travail de la centrale électorale. Je ne pense pas qu'il faut tout de suite voir que nous aurons des élections dans 3 mois, comme l'a dit le ministre honoraire, vice-ministre honoraire, M. Michiki, et comme l'a dit M. Corneille Moulumba, 2 anciens vice-ministres. Je crois que le problème n'est pas au niveau des individus, évaluer qui fera quoi, mais je crois qu'il faut parler d'une manière tout à fait globale, puisque c'est un gouvernement d'union nationale. Les défaillances sont humaines, elles seront là, mais ce qu'il faut que nous pensions ensemble, c'est l'avenir du Congo, par les élections, mais ce n'est pas au gouvernement de déterminer la date des élections, c'est une prérogative qui est reconnue à la Commission électorale nationale indépendante. Comment penser déjà aux élections quand on sait que jusque-là, le pays n'a pas de crédit provisoire, le crédit fonctionne sans crédit provisoire. Comment penser déjà aux élections? Oui, mais vous avez suivi le président de la République lors de son adresse à la nation devant les congrès au Palais du Peuple. Et la CENI a déjà reçu plus de 300 millions de dollars. C'est une somme importante. C'est dans ces crédits provisoires qu'on est en train de tirer cet argent pour allouer à la CENI. Et l'objectif est là. Donc il faut absolument aller aux élections. Il n'y aura pas d'excuses pour le gouvernement et pour la CENI. Mais nous entendons que la CENI termine son travail, qui est d'identifier les personnes en âge de voter. Et dès que ce travail aura été terminé, la CENI va donner le calendrier, on va chercher les joueurs, on va chercher les entraîneurs et tous ceux qui auront le moyen de faire le jeu vont faire le jeu pour devenir... Mais entre-temps, on est déjà au mois de mai. Et pensez-vous vraiment qu'au d'ici décembre, organiser les élections? Je ne pense pas que ça sera possible. Bon, je ne saurais pas me substituer mais à la centrale électorale. Puisqu'on est encore en train mais j'estime honnêtement que... On n'a pas encore identifié, vous venez de le dire, ces jeunes qui sont en âge de voter, on n'a pas encore terminé. Déjà, on est déjà à la moitié du mois de l'année 2017. Oui, mais j'étais en train de parler déjà de ce que vous avez comme réflexion. Nous pensons, objectivement et en toute responsabilité, je crois que tout dépendra du travail de la centrale électorale. Mais si la question m'était posée individuellement, je vous dirais qu'il sera plus un rêve de croire que nous pouvons avoir les élections vers la fin de l'année, puisqu'il y a des défis sécuritaires au Kasaï, dans les deux Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Il y a d'autres provinces qui ont été affectées par
le comportement des terroristes qui sont là. Et pour déployer le matériel et le personnel, ça ne peut pas certainement prendre 2-3 mois. Et je connais un peu comment la CENI a travaillé et en 2004 et en 2011. Et je crois que c'est un travail qui va se faire, mais dire qu'on va tout faire maintenant pour que les élections aient lieu à la fin de cette année, personnellement, j'estime que ça risque d'être hypothétique. D'accord. L'actualité au pays, c'est aussi l'UDPS qui a finalement renvoyé à une date ultérieure, vous le savez, le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, annoncé pour le 12 mai. Le parti politique de l'opposition historique explique qu'il s'agit d'une décision prise en toute personnalité et après concertation avec la famille du défunt. Selon l'UDPS, cette mesure vise également à faire échec au plan machiavélique du pouvoir d'engager les pays dans une voie de la violence lors des obsèques d'Étienne Tshisekedi. La famille d'Étienne Tshisekedi et l'UDPS et le gouvernement ne se mettent pas d'accord sur le lieu d'inhumation de l'opposant. Mais Monsieur Yolama, on accuse la majorité d'organiser tout ce désordre finalement sur les obsèques du Sphinx de Limité. Bon, madame, je suis humain et chrétien. Je suis très étonné du comportement qu'affichent nos patriotes et compatriotes de l'UDPS, et particulièrement M. Tshilombo Félix. Je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un qui a perdu son père peut se retrouver à Bruxelles, à Paris, en train de prendre le vin, alors que son père qui est décédé a l'obligation d'être enterré sur le sol congolais. Vous l'avez vu en train de prendre le vin, ou vous vous imaginez? Oui, mais les images sont passées dans les réseaux sociaux. Il est parti voir la victoire de M. Macron et il a le verre en main. Nous avons vu les images postées par eux-mêmes. Je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un qui a perdu un parent, j'ai perdu mon père l'année passée, je sais la question. Alors la question, madame, voilà, la réponse est celle-ci. Et je crois que l'UDPS prétend être un parti légaliste, qui respecte les lois, qui respecte l'état des droits, et il n'y a pas de voie, l'unique voie qui est prévue pour que nous puissions enterrer les nôtres. Tout ce qui nous quitte, c'est les cimetières. Et en dehors du cimetière, dans les zones urbaines, il n'y a pas une autre voie que, en tout cas, d'enterrer dans les conditions prévues par la loi. Et ce qui est prévu par la loi, c'est depuis 1959 qu'il y a eu une dernière loi votée à l'époque par le Belge qui était encore ici chez nous, où on interdit d'enterrer toute personne dans les centres urbains à travers le territoire national. Et malheureusement, ni les députés UDPS, ni les députés de la majorité ou d'autres familles politiques n'ont déposé une proposition pour pouvoir rectifier cela. Monsieur Yolama, vous parlez des centres urbains. Le cimetière de la Gombe se trouve à quelques mètres des habitations, des appartements. Mais vous avez déjà cité que c'était un cimetière. Si vous disiez que ce n'était pas un cimetière et qu'on est enterré dans une maison, là je comprendrais qu'on violerait la loi. Puisque vous avez dit dans les centres urbains, les centres, on ne peut pas entrer dans une maison, dans une parcelle. Il faut entrer dans les biens. Bien avant, l'UDPS avait sollicité quelques endroits où on pouvait inhumer le président national de l'UDPS, qui a été refusé. Et c'est comme ça qu'ils se sont retranchés vers le siège de l'UDPS. Pourquoi finalement ne pas seulement s'accorder avec la famille et l'UDPS sur le lieu de l'inhumation? Je crois qu'il y a seulement de la mauvaise volonté, madame. Je vous donne des cas seulement. Le Cuba que vous connaissez, c'est Fidel Castro qui a fait que le Cuba soit le Cuba d'aujourd'hui. Fidel Castro a été enterré chez lui au village. C'est lui qui avait tous les honneurs de son peuple. Vous prenez le cas de Nelson Mandela. Il n'a pas été enterré à Pretoria ni à Djoubou. Il a été enterré dans son village natal et dans l'intimité. Alors, c'est curieux de constater qu'ici chez nous, quelqu'un qui a été opposant, il a été ancien Premier ministre, on demande qu'on l'enterre tantôt au Palais du Peuple, tantôt au Pont Gabi, tantôt. Alors finalement, qu'est-ce qu'on cherche? C'est dit, il y a la volonté manifeste de créer les troubles à Kinshasa et non d'enterrer M. Tshisekedi. Vous pensez qu'ils ne veulent pas enterrer le président de l'UDPS pour créer un désordre? Pour quel intérêt? Mais d'abord le report. Il faut partir du report. Pourquoi on a renvoyé Sinédié la dette? C'est parce qu'il y a encore des procédures au niveau de la Belgique. Il sera enterré quelque part, on nous a indiqué l'endroit,
et pour qu'on puisse... Pas ici. Nous avons appris de certains membres de cette opposition que M. Tshisekedi était déjà enterré et que pour pouvoir... La famille et l'UDPS a démenti cette information. Oui, mais on a démenti, mais on n'a jamais montré dans quelle morgue le corps se trouverait. La meilleure manière de démentir, c'est de dire, bon, voici, dans telle morgue, le corps est là. On n'a jamais dit ça. Et les procédures au niveau de la Belgique ne sont pas simples, puisqu'en Belgique, on ne peut pas garder encore plus de mois dans une morgue. Ça c'est connu de tous, et surtout ceux qui lisent la loi savent que cela se pratique en Belgique. À moins que la Belgique ait accepté... Vous avez parlé du président Mandela qui a été enterré dans son village. Est-ce que, du point de vue sécuritaire, pensez-vous qu'il serait utile maintenant, vu au regard de ce qui se passe dans les deux Kasaï, d'amener le corps d'Étienne Tshisekedi au Kasaï pour être enterré, avec tout ce qu'on sait sur... Vous avez parlé des terroristes sur le sol kassaïen tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ce serait responsable de l'amener aujourd'hui là-bas? Au contraire, madame, c'est une très bonne chose, étant donné que M. Tshisekedi a eu à faire sa vie. Il avait quitté trop tôt son village, il est venu à Kinshasa, et à 22 ans, il était déjà un ministre de la République. Et si on ramène ce corps à ce niveau-là, il n'y a aucun problème de sécurité qui se pose à Kabi Akamwanga. Jusque-là, il n'y en a pas. Et deuxième chose, c'est que ça peut susciter des vocations. Sur le plan politique, les gens qui ne l'ont jamais vu vont s'inspirer de sa démarche pour que demain ou après-demain, ils deviennent aussi des politiques comme M. Tshisekedi. Troisième élément, c'est que sur le plan revenu, au niveau de ces territoires, les gens qui pourront visiter la tombe de M. Tshisekedi vont payer des taxes auprès des services de l'État qui seront probablement commis à cet effet. Et cet argent peut servir à la construction des écoles et des hôpitaux que M. Tshisekedi, de son vivant, n'a jamais eu à construire dans son coin. Et donc, c'est un avantage incommensurable. Et puis là-bas, si certains veulent aller faire des incantations, ils peuvent l'enterrer dans la maison, ils peuvent l'enterrer là où ils peuvent l'enterrer, puisque c'est inimaginable qu'on garde un corps autant de mois à l'extérieur du pays. Et nous pensons que ce qui est en train d'être fait n'est pas correct. Étant donné que nous sommes africains, nous respectons nos morts, mais si certains sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, certainement, ils ne l'aiment pas et faire ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que s'ils se réveillaient présentement, maintenant, ils pourraient même les condamner et les envoyer devant une prison. Malheureusement, il ne pourra pas se réveiller. Je vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Yolama. Poursuivons ce journal et à propos de la nomination, de la mise sur pied du gouvernement d'union nationale, l'opinion reste divisée encore une fois. Une frange pointe la majorité d'être à la base de ce report, tandis que d'autres estiment qu'ici, il y a en matière de droit d'être respecté. Jefté Tosolani, Gloria Tseya, Rufin Mukendi et Jérès Chimanga. Une fois de plus, le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi reporté pour une date ultérieure. L'autorité urbaine et l'UDPS n'ont pas trouvé un terrain d'attente sur le lieu d'inhumation du Sphinx de Limete. Une situation qui divise l'opinion. Pour ces Kinois, le respect de la loi doit passer avant toute chose. Il faut le report fantaisiste. Le cimetière de la Gombe est là, ils ont donné l'espace. Il a un endroit, c'est congolais, on doit l'inhumer conformément aux dispositions légales, selon la loi. Si la loi dispose que pour enterrer quelqu'un, on doit l'enterrer au cimetière. On doit enterrer Tshisekedi au cimetière. Pourquoi lui, on doit l'enterrer dans un mausolée? Si c'est un mausolée, bon, à 50 km de résidence, ça marche. C'est la loi qui dit ça. Point de vue qui n'est pas épousé par tous. La mauvaise foi du pouvoir en place est la cause principale pour ces Kinois. Bon, pour nous, namoni bakonzamboka na biso o baza na pouvoir, particulièrement baza kolakisa volonté teo ya kokunda mowei wana. Parce que soki tozali histoire ya papa oyo mingi o bafani na politique wana pouvoir lelo eza bauti na IDPS. Bauti na formation pa papa wana. Bruno Tshibala ye lokola yebi ke papa azaki papa na ya molimo soka za na susi ya papa na ye oiko accorde ko re awa ke benda na ba mindondo ba biloko to mona ba limete o batumbi mituka o ba sali boy za biso ba kombata za na posa pe aza posa ba kunda papa na kimia to su Mobutu na exil to zo suki sekedi na exil la au juste mote ke Congo za lokola bango ba komi papa ya Congo soki ba Tshibala za na susi ya papa na ye accordé kubemba papa ya bakunda ngondenge sengeli. Il fallait tout le monde pèse wana
ya kolela penza en plein air nous tous c'est bien tout le papa musée et ça le biso passe vous comprenez parce que pouvoir pouvoir yaka la population. Décédé le 2 février dernier, la dépouille du fait président de l'UDPS est jusqu'à ce jour gardée à Bruxelles. Direction province de la Chopo, la plénière de l'examen de la motion de défiance contre le gouverneur Jean Ilongo Tokole n'a pas eu lieu ce jeudi. Elle a été empêchée par les forces de la police nationale congolaise qui ont bloqué l'accès au siège de l'Assemblée provinciale. Gaspard Bosengue Akoko, député provincial et initiateur de la motion, explique que les forces de la police ont reçu l'ordre de ne pas accorder l'accès aux députés. Il dénonce la manière et il annonce par ailleurs que le président de l'Assemblée provinciale est convoqué à Kinshasa. On reproche à Jean Ilongo Tokole la mauvaise gestion de la province. Dans le reste de l'actualité, le port de lunettes à vitres teintées ou claires devient vraiment un véritable effet de mode. Évidemment, cela fait partie de l'habillement de beaucoup de personnes. Alors, question, le phénomène ne présente-t-il pas des risques contre les yeux? À ce sujet, nos reporters ont rencontré un ophtalmologue pour en avoir le cœur net. Hermione Onvou et Jires Chimanga. La nouvelle tendance à la mode veut que de plus en plus de gens mettent des lunettes vues claires ou fumées. Une façon de s'embellir davantage. Pour l'ophtalmologue, cela n'est pas nuisible à la vision si on s'en sert pour la protection contre les rayons solaires. Les gens peuvent porter des lunettes, mais le problème qu'il y a est que l'œil est un organe sensible et l'œil a pour objet de nous donner les détails de ce qui est devant nous, c'est-à-dire la vision. Il faut que tout ce que nous allons porter, tout ce que nous allons faire, ne puisse pas empêcher l'œil de faire correctement son travail. Mais il y a aussi des lunettes de protection par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Si vous prenez un ajusteur, il est en train de travailler, il brûle, il soude et il y a des étincelles et une forte lumière qui est produite pendant son travail. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les yeux? On porte une sorte de lunettes qui sont plus fumées, qui arrêtent une bonne quantité de rayons lumineux. Pour ce qui est des verres médicaux, Augustin Kalala Chimanga conseille de ne jamais mettre ces lunettes-là sans consultation préalable de son ophtalmologue. Mais si vous n'avez pas un problème médical et vous portez des lunettes médicales, vous créez cette fois-là un problème au niveau de vos yeux. À ce moment-là, vous pouvez avoir des conséquences. Mais si l'œil est normal et que vous êtes gêné par la lumière, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des lunettes qu'on appelle des antisolaires ou les lunettes de protection contre les rayons de soleil. Comme tout organe humain, l'œil a besoin d'un contrôle médical au moins une fois l'an, que l'on soit malade ou pas. Santé encore, l'ASBEL Soins de santé primaire en milieu rural fait de la lutte contre le paludisme son cheval de bataille. Mardi, l'équipe de Sanru s'est rendue à l'aumônerie protestante du camp Badiadengui dans la commune de Mongafula. Cette campagne entend également appuyer le programme national de lutte contre le paludisme qui invite la population à adopter un comportement responsable vis-à-vis de la lutte contre le paludisme. La suite en images. En finir pour de bon avec le paludisme, c'est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme édition 2017. Pour ce faire, l'ASBEL Sanru, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme, organise des campagnes de sensibilisation et d'assainissement. Dans notre pays, comme en Afrique, il y a un cachet particulier au point de vue forte mortalité infantile, surtout les enfants. Donc, et
nous avons une responsabilité de lutter ensemble pour que cette mortalité, que ce taux de mortalité puisse baisser. À l'aumônerie protestante du camp Badiading, les jeunes ont été mis à contribution pour inviter la population à adopter un comportement responsable en ce qui concerne la lutte contre le palud. Aujourd'hui, si nous menons à bien la lutte contre le paludisme, qui est une grande source de pauvreté, une grande cause de la pauvreté dans notre pays, nous pouvons faire un grand pas. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, cette activité, c'était vraiment un grand briefing pour préparer les sensibilisateurs, préparer les acteurs qui vont descendre sur le terrain. Nous allons parler aux populations environnantes sur cette maladie qui crée beaucoup de problèmes, qui nous assujettit dans la pauvreté. Nous allons leur parler, leur apporter le message de lutter contre le paludisme, de ne pas prendre le médicament eux seuls et aussi surtout d'aller au centre le plus proche pour prendre le meilleur traitement contre cette maladie qui tue et ronge plus que le sida. Réduire le fardeau humain et socio-économique du paludisme et réduire de 50% la mortalité spécifique due au paludisme reste la motivation principale de Sanru. Désormais, il faudra compter avec le Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles en RDC. L'organisation féminine a été présentée officiellement mardi dernier dans la soirée. La plateforme regroupe des femmes de la société civile, des médias et celles du secteur public. La structure ambitionne de contribuer efficacement dans le domaine des mines où la gente féminine reste peu visible. Le FFGRN est appuyé par Ossissa. La suite en images. Le Forum pour la gouvernance des ressources naturelles en RDC est une organisation des femmes dont la mission est de lutter pour la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et la prise en compte des questions sexo-spécifiques dans les politiques publiques. Il faut au moins créer un projet pour former les femmes, qu'on ait une dizaine, 20 personnes, 30, une centaine de femmes qui comprennent les secteurs de ressources, les secteurs miniers, pétroliers, forestiers. Comme ça, dans les milieux où elles sont, elles peuvent aussi parler des ressources naturelles. Elles peuvent parler de la gouvernance. Après 3 sessions de formation, les femmes se sont organisées. Elles ont créé cette plateforme, le Forum des femmes. Et je suis fier. Le FFGRN est né un certain 4 mai 2016 à Lubumbashi. La princesse Dominique Munongo en est la présidente. En effet, le Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles, FFRGN, il a été important pour nous, femmes de la société civile et celle des médias, de créer une synergie en vue de conjuguer des efforts ensemble et militer pour la transparence dans le secteur extractif. Ceci explique donc la création de notre plateforme, le Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles. La vision du Forum veut un Congo où la gestion transparente du secteur extractif contribue efficacement au développement durable des Congolais. Occasion aussi pour Ossissa, partenaire de la plateforme, de présenter le site internet du FFGRN. Ce site se veut un espace d'échange. Pour y accéder, il faut taper www.ffgrn.org. Et Numérica Télévision est bel et bien représenté au sein du FFGRN avec comme membre votre serviteur. En sport, 24 heures après les sanctions de la Linafoot, le FC Renaissance du Congo vient de réagir par le biais du coordonnateur de la commission de réforme du club, Herman Bolombele, pense que le comité de gestion de la Ligue nationale de football a dit le droit de manière globale. Il plaide pour des circonstances atténuantes. L'écurie Orange envisage d'introduire un recours dans un bref délai afin d'être remis dans ses droits. Les détails avec Junior Bompema. Tel que les choses sont passées ces jours-là, je ne sais pas si vous étiez au stade, mais je pense qu'il y a eu d'abord un agent
causale de cet événement. Et à la fin de compte, il y a eu ce qu'il y a eu. Je sais très bien que Junior, le monde des sports, c'est un monde qui est très bien réglementé. J'aime vraiment la réglementation parce que moi, je suis praticien de droit. J'aime ça, j'aime la loi, j'aime l'application du droit. J'aime que les choses se passent correctement, conformément au droit. Sur ce point-là, il n'y a pas de débat. Mais comme je l'ai dit tantôt, le droit ne pourra être bien appliqué que lorsque les faits sont bien recensés. Quand on recense mal les faits, on risque de ne pas bien appliquer le droit. Mais on est en train de reprocher au FC Renaissance du Congo le fait qu'on aurait empêché le déroulement de match et on aurait emporté, je ne sais pas moi, les drapelets, machin. Écoutez, mais avant que cela n'arrive, d'où est parti l'événement? Qui était le premier agent causal au regard de la législation qui a été évoquée par l'INAFOOT? On nous cite l'article 80 et l'article 31 du Code disciplinaire de la Fédération, également la loi 1 et 17.b du règlement de la FIFA. Au niveau du FC Renaissance du Congo, on est des légalistes. On a accueilli, on est en train d'étudier, d'examiner les bien fondés de toutes ces dispositions par eux évoquées. Et le moment venu, on va devoir user de toutes les voies des recours qui sont plausibles et qui sont prévus par la loi pour que le vrai droit soit dit. Parce que ce qui venait d'être dit tantôt, là, sincèrement, à mon humble avis, je pense que on a dit autre chose que le droit. Benoît Yolama, est-ce que vous avez suivi ce match entre le Football Club Renaissance et Motema Pembe? Oui, j'étais comme tout citoyen devant la télé pour suivre les matchs entre Renaissance et le dernier club Motema Pembe. Mais j'étais choqué de voir qu'après quelques heures de discussion, le match a été simplement pas interrompu, mais annulé. Le match n'a pas eu lieu. J'ai déploré cela, puisque j'entendais un spectacle pour me distraire, mais malheureusement, le spectacle n'a pas eu lieu. Et je dois déplorer aussi la violence. La violence n'est pas une personne. Et je crois que nous devons apprendre à nous respecter, mais aussi à respecter nos propres lois. Puisque l'acte qui a été commis, c'est en violation de la loi. La sanction tombe, c'est aussi conformément à la loi. Heureusement, les amis de Renaissance reconnaissent cela, et je crois que le recours, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont exprimer à l'intérieur, mais je crois que la sanction, elle est là. Nous sommes dans un État démocratique. Nous n'avons qu'à assumer nos propres comportements, et de l'avenir, je crois qu'ils éviteront de poser de tels actes, et surtout, nous éviter la violence, puisqu'on n'a pas besoin de la violence, on en a déjà trop connu, nous avons besoin de la paix, surtout de l'unité, pour que nous ayons de l'avant, que nous ayons d'autres stades, d'autres équipes qui vont devoir défendre l'image du Congo à l'extérieur du pays. Tout à fait, on n'a vraiment pas besoin de la violence. Et dans les rues de Kinshasa, les supporters des deux clubs interprètent différemment la décision de la LINAFOOT. Suivez leur réaction au micro de Ange Makadi, Gloria Nsea, Rufin Makendou et Jires Chimanga. La décision est tombée mercredi. Comme un coup de théâtre, les supporters du FC Renaissance ont appris que leur club a perdu son match par forfait et doit payer une amende de 7 500 $. Les supporters de l'écurie Orange pensent que cette décision est un coup signé l'INAFOOT et DSMP. Ils appellent les autorités de la LINAFOOT à revenir sur leur décision. Il faut tous intellectuels. Tango batu bakimi misala batiki ba faire na bango ba futi ba mati pona kokota stade commissaire du match na organisation ya LINAFOOT bakoki jamais ko gâcher fête ya batu pona ba biloko mo boezanga tina parce que ezo bimisa même compétition na biso eza na niveau mo ya C ngai vraiment naza d'accord na ngote et puis football eza loisir. Maintenant, comprendre que notre président à l'INAFOOT nous avons créé un accident et qu'on a un stade. En tout cas, Ngai, parce que nous avons mati à Don Bosco, parce que nous avons awa, parce que nous avons transport na bango, parce que nous avons de deux, tout tina dering quand Motema Pembe, to na terrain, parce que nous avons bon. Or, ngana yebi, biso tozo beta balle na dering. J'ai des touches, à moi c'est dering men. À l'unité centrale d'Aringmen,
commissaire au match d'Aringmen. C'est préparé. Du côté du DSMP, par contre, les supporters se réjouissent de ces 3 points reçus. Allez, après, yo moni pour maison pour le yo koti, comme ko sobe to ba kanga ba yo muto bukake. Ba kutsu preuve à la pour. Donc muto o ba buka ça ba kay déjà. Ce que des ring ba long la ki drapeler. Mais ba nzete ba drapeler wana e bimi na renaissance ba ko zo musa yango. Donc comme ça l'arbitrage et Salim Musa nango et PC biso 3 points. Bon, là ngam sort le baté. Makambu ya match muto apesa rapport za comme ça du match. Oh comme ça du match à monaka na terrain. Yango apesa rapport na lina foot soit ne pefkin soit comme ça des matchs à moniter rapport non pesa comme ça des matchs à pesa rapport o ya moni yango ba chezaki ba condamner équipe des fautifs. Sport encore, le directeur technique de la Fédération congolaise de lutte et associés était devant la presse pour passer en revue le parcours des léopards lutte de la RDC qui venaient de prendre part au championnat d'Afrique de la spécialité. Dieudonné Verguidio a présenté les difficultés rencontrées durant la compétition. Junior Bompema, reportage. C'est 4e sur 15 nations qui ont pris part au championnat d'Afrique des nations de lutte. La République démocratique du Congo n'a pas fait piètre figure au Maroc. Les léopards de la RDC ont ramené à leur retour au pays 7 médailles d'or, 5 en bronze et 2 en argent. Quoi de plus normal que Dieudonné Verguidio se félicite du travail abattu. Je suis très heureux de vous voir ici, toute la presse. Encore une fois, merci. Avant de quitter la République, la fois passée, on a eu le temps d'en parler de rien du tout. Il y a eu des jeux de questions et réponses. J'avais assuré à toute la presse que à mon retour, je viendrai avec le médaille. Si je rentre sans médaille au pays, là je vais démissionner. Chose promise, chose réalisée. Abandonné à leur triste sort pendant les préparatifs de la compétition par le gouvernement congolais, qui n'a jamais rendu visite aux athlètes avant leur départ. Le directeur technique national pense que toutes les disciplines méritent le même traitement sans discrimination. La difficulté qu'on a rencontrée, c'était tout d'abord, nous n'étions pas assistés comme les léopards foot. Car on est tous léopards. Au départ, il n'y avait pas de formation pour les athlètes. Nous sommes partis là au moins de bord. Les athlètes étaient en survêtement de Real de Madrid. Allez-y comprendre le pays. Donc, le président s'est déchaîné à 1000 morceaux, juste pour quand même bien, veux-tu les enfants, qu'on soit quand même propre là de l'autre côté. Et puis la deuxième chose, lorsque nous sommes arrivés là, il y a eu un peu, comment dirais-je, une négligence au niveau de l'organisateur. Par rapport à notre participation, on n'avait pas encore payé le frais. Mais, par après, lorsque nous sommes, le président est venu, il a tout payé, c'était bien. C'était bien, mais ce que je peux dire comme difficulté, c'était ça. Du côté des athlètes, on emboîte le pas aux détiennes et on lance les cris d'alarme au gouvernement congolais. Mingi nga lancé vraiment l'état na biso a de considérer biso té, tous a toujours considéré par rapport à tout le monde, par rapport à la discipline oyo, baza na moi accès par rapport à l'état. Donc so ba considérer biso ba té biso ba moyen tout ça plus mieux que ça. Que dire de ce parent qui n'est attentif qu'à une catégorie d'enfants et délaisse une autre? En tout cas, le gouvernement congolais doit revoir son traitement quant aux disciplines sportives. Voilà, nous allons conclure ce journal, mais Fiston Panzou, accorde-moi juste une minute pour que mon invité de ce soir, M. Benoît Yolama, puisse conclure cet entretien. En une minute. Oui, en une minute, je crois, sur les nombreux sujets qui ont été traités. Le premier, celui qui m'intéresse beaucoup, c'est la situation, l'investiture du gouvernement, ce qui sera fait dans quelques heures. Dans 2 jours. Je crois que si l'État congolais travaille avec beaucoup d'intelligence, nous aurons les élections, mais tout dépendra du travail de la centrale électorale. Et sur le deuxième sujet, en ce qui concerne le rapatriement de la dépouille mortelle de feu M. Tshisekedi, j'ai donné conseil à la famille d'aller l'enterrer à Kabiakamonga. Ce serait un intérêt, même pour les enfants qui ne repartent plus au village. Ils vont avoir le temps d'aller visiter la tombe de leur papa, mais surtout
ça peut susciter de nouvelles vocations pour les gens qui pourront un jour venir servir la République, puisque nous sommes déjà passants, et ceux qui vont venir seront peut-être plus intelligents et plus sages. Mais créer la confrontation avec l'État congolais, alors je ne sais pas qu'est-ce que M. Tshisekedi a été dans ce pays, si ce n'est qu'un ancien Premier ministre. Et donc, les gens qui ont libéré leur pays, le cas de Mandela, le cas du président cubain, j'étais là où on entrait Kwame Nkrumah. S'il vous plaît, une minute. C'était juste une minute qu'on m'a accordée. Je sais ce que je peux, certainement ce niveau que je peux conclure, mais aussi de remercier Numérica qui m'a fait l'honneur de me faire inviter du journal de ce soir. Et je crois que c'est ce que je peux dire. Si je peux prendre encore une minute, ce sera encore difficile peut-être pour la rédaction. Peut-être pour une autre émission spécialisée. Merci. En tout cas, merci Monsieur Benoît Yolama. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Vous suivrez juste après ce journal la revue de presse. Suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Je vous retrouve demain, 19h, fidèle au poste. On s'y attendait déjà, les phares y revient. Le corps de Tshisekedi ne revient plus ce vendredi. Le journal à sa page 3 publie le communiqué officiel signé Jean-Marc Kabounz qui répond les raisons de cet autre report. En bref, l'UDPS dénonce un scénario macabre mis en place par le pouvoir pour empêcher les rapatriements du corps du Sphinx. Rapatriement encore reporté, la tempête des tropiques le dit dans sa une. Le journal analysant le communiqué du secrétaire général de l'UDPS comprend que le parti délimité évite ainsi de céder à des provocations visant à entraîner le pays sur une voie de la violence qu'on mettra sur le dos de l'UDPS. Pendant ces temps, les phares revient sur le processus électoral avec cette promesse de Corneille Nangaa de relancer les opérations sur l'ère Kasaï. Voilà qui fait dire au journal que les pires semblent relégués aux oubliettes avec ces assurances numéro 1 de la CENI faites à l'issue d'une rencontre avec les élus du Kasaï. Financement des élections, justement, sécurité, amélioration du social. Forum des As évoque au sujet du gouvernement Tshibala que de défis. À 8 mois du calendrier de la fin de 2017, Forum des As s'interroge sur la capacité du gouvernement du 8 mai à réunir le moyen nécessaire pour à la fois organiser les scrutins, ramener la paix dans les Kasaï et améliorer l'ordinaire des Congolais. Que des questions donc, que des défis. Et à José Nawesh dans son éditorial d'insister sur l'importance de marquer son passage aux affaires dans un environnement politique si mouvant, si difficile de parier sur l'espérance de vie du gouvernement Tshibala. Y aurait-il un Tshibala 2 ou 3 ou un autre cabinet? Aucune hypothèse donc à écarter selon l'éditorialiste, car depuis 2016, les raïs songent toujours à l'après, d'où l'intérêt de savoir marquer son passage à la très convoitée primature. Clôturons cette revue avec ces articles consacrés au travail parlementaire à l'Assemblée nationale qui connaissent une léthargie bien loin de ressembler aux travaux d'Hercule. Cette léthargie, la tempête de tropiques qui en parle dénonce. Les plus dramatiques, c'est le silence du bureau de l'Assemblée nationale face à cette situation qui préoccupe autant l'opinion dans un contexte sociopolitique marqué par une crise politico-économique. Et les phares à ces sujets préfèrent donner des explications des députés sur l'absence de plénière. Selon le journal qui a interviewé quelques députés à ces sujets, les 10 jours sans plénière n'excuseraient pas les travaux en commission qui se poursuivent. Et puis à ces faits que le Parlement ne peut travailler qu'avec un gouvernement. Fin de cette revue, à très bientôt.